Hey, super. Ça, c'est un code QR spécifiquement pour les personnes qui nous joignent en ligne. Vous pouvez scanner ce code QR-là et ça va vous donner le PDF du cahier de formation. Donc, je peux le laisser afficher quelques instants. C'est un test aussi, c'est la première fois qu'on le fait en format hybride. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour et les personnes en ligne et les personnes en présentiel. Donc, voilà, si jamais vous n'avez pas eu le temps de scanner le code QR pour les personnes en ligne, encore une fois, le lien est dans la section discussion de l'événement Facebook. Alors, dans la formation, nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est de éviter que la personne se mette sur la défensive, apprendre à gérer l'ego des gens et éviter le débat. À l'inverse, on va aider à accompagner la personne à identifier ses valeurs et aussi aider à ce que la personne enligne ses comportements en fonction de ses valeurs. Avant de plonger dedans plus profondément, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que des gens pourraient me mentionner un ou une professeure qui a retenu votre attention, qui vous a inspiré et pourquoi? Il y a des gens qui voudraient partager les enseignants, enseignantes que vous avez eus, qui vous ont marqué ou inspiré. Ouais. Oui, c'est assez simple, ça remonte aussi. J'étais au lycée, donc c'était ma prof d'anglais renforcée. Yeah. Et en fait, pourquoi elle m'a marqué? Parce qu'elle maîtrisait à fond son sujet et elle était capable de répondre vraiment à toutes les questions qu'on pouvait lui poser, en fait. Donc, je pense que juste le fait qu'elle maîtrisait son sujet à fond, Yeah. c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est une personne vraiment passionnée de son sujet, fait que c'est ça qui t'inspirait chez cette personne-là. Cool! Excellent. D'autres personnes pourraient partager? Non? C'est vraiment correct. Ouais! Un prof qui s'intéressait à ce que j'aimais, ce que je faisais, tu sais, à l'extérieur de l'école, mettons. OK, ouais, intéressant. Voir à- OK, cool. Ouais, merci de partager. Ouais. Pareil, je trouve quelqu'un qui maîtrisait aussi à fond son sujet, hein, et puis aussi qui laissait vraiment, qui laissait les gens travailler vraiment sur leur sujet, hein, et qui après regardaient de leur côté, mais qui nous laissait vraiment libres nous-mêmes, hein, OK. de faire en maîtrisant énormément pour après avoir son feedback, hein, Ouais. et puis tout enseigner magistralement. Et ça, je trouve ça vraiment cool. OK. Ouais, c'est bon. Puis, super, merci beaucoup de partager. Je peux-tu avoir une dernière intervention? Ouais. Quelqu'un qui était drôle et du coup qui présentait sa matière comme moins difficile parce qu'en fait c'était plus attractif pour nous d'aller vers Ah, intéressant. Merci de partager. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas une personne dans la salle qui m'a dit, moi, la personne qui m'a inspiré le plus, c'est l'enseignant ou l'enseignante qui me shootait le plus de données et de statistiques sur son sujet. OK? En effet, OK, c'est pas quelque chose qui nous rattache d'habitude à une figure qui nous a inspirés. C'est plus, mettons, une connexion qu'on a de proximité, une personne qui va s'intéresser à nous, une personne qui fait des blagues, qui rend sa matière plus ludique. Et c'est exactement ça qu'on va aller chercher à faire. Donc, ensuite, pour le reste, il faut d'abord comprendre que parlant de statistiques, je vais vous en nommer quelques-unes juste pour l'exercice. Le 14 janvier 2025, il y a un sondage léger qui a été fait par l'Association des vétérinaires du Québec qui démontrait que 33% des foyers au Québec avaient au moins un chat. Okay? Ensuite, en 2024, le Bureau des enquêtes de la SPCA a enregistré 9230 appels pour des enjeux liés à la maltraitance animale. Et en 2018, un sondage léger commandité par la SPCA a révélé que 72% des Québécoises et des Québécois souhaitent que le bien-être animal soit au cœur des enjeux électoraux. Fait que s'il y a autant de personnes qui signalent, qui s'intéressent ou qui ont des animaux de compagnie, comment se fait-il qu'on n'a pas 70% de véganes au Québec? Hein?
Comment ça se fait? Eh bien, une théorie développée par Willefree, c'est que les gens manquent de clarté. La clarté, c'est en fait une addition de conscience, de responsabilité et d'action. Dans la conscience, okay, c'est que bien des gens ont aucune espèce d'idée comment les animaux sont traités dans l'élevage et dans les fermes locales. Okay? On projette dans les publicités des vaches qui rient et des animaux heureux dans des produits d'élevage. Donc, ces personnes-là sont exposées à de la publicité qui n'est pas représentative de la réalité, en fait. La responsabilité, c'est une chose de voir comment ça se passe dans l'élevage. Mais c'est une autre chose de comprendre c'est quoi notre rôle à jouer dans tout ça. Évidemment, nous, ici, on comprend que quand on paye pour des produits animaliers, on encourage la demande, donc on contribue à ce système-là. Et la troisième point, c'est l'action. L'action de payer pour, puis l'action de boycotter les produits d'origine animale. Mais voilà, tout ça, paf, ça y est, OK, la personne comprend que les animaux sont maltraités, c'est que, OK, ben, j'ai juste à arrêter de payer pour, puis je vais faire partie de la solution. Si ce serait aussi simple que ça, je serais pas ici en train de vous donner un cours sur comment parler aux gens sur le véganisme, n'est-ce pas? Ce serait trop facile. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est autant compliqué de parler de véganisme? Est-ce quelqu'un qui veut lancer une piste? Pourquoi? Ouais. Ben, c'est que les gens ont quand même plusieurs gains, plusieurs bonnes raisons de maintenir leur choix. Puis là, ben, ça les confronte à leur ego de genre je suis pas correct de faire ça parce que dans le fond, je veux pas contribuer à la maltraitance, mais en même temps, j'ai plein de raisons qui me maintiennent là. Ouais. Je veux pas le voir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important. Ouais. Ben moi, j'ai lu dans un livre récemment, mais c'était sur la surveillance, mais je pense que ça s'applique bien à ce concept-là. Ouais, dis-moi. C'est que les gens, avant, les gens avaient plus une opinion, puis maintenant, l'opinion est tellement reliée à l'identité que attaquer quelqu'un sur une opinion comme tu manges la viande, c'est attaquer dans son identité, c'est sa personne, puis attaquer quelqu'un dans sa personne, son ego ressort tout de suite, puis tu deviens défensif parce que c'est pas la peine. Tu vas attaquer l'opinion, mais c'est la personne qui se ressent attaquée finalement. Ouais. Salut! Ouais, exact. Merci. Est-ce qu'une autre personne aimerait. Ouais? Ben, la nourriture égale émotion. Ah. Donc, on mange beaucoup. Hein? Ma grand-mère me cuisinait ça, c'est réconfortant. Ma mère, c'est réconfortant. Donc, puis c'était des produits souvent animaux. Donc, il y a beaucoup d'émotions derrière l'alimentation. Donc, c'est une attaque des émotions. Ouais. OK. En effet. Est-ce qu'une autre personne veut. Dernière personne veut faire une intervention? Pourquoi est-ce que c'est autant compliqué de parler de véganisme avec des personnes? Ouais. La campagne de propagande haineuse de l'industrie et l'État. Ouais. Ouais, c'est ça. On leur montre pas des publicités mensongères, en fait, de ce qui se passe réellement. Tout ce que vous avez mentionné, là, il y a une affaire qui le relie soit de proche, soit de loin. Puis c'est la dissonance cognitive. C'est quoi pour vous la dissonance cognitive? Qu'est-ce que ça veut dire dans vos mots? Deux choses qui rentrent en conflit. Ouais, deux choses qui rentrent en conflit. D'autres choses? Personne veut s'essayer? Ouais. Dans le roman d'Orwell, 2 plus 2 égale 5, c'est tu connais une vérité, mais tu vas l'ignorer pour encore une autre. Ouais. Exact. Nous, dans le fond, ce qu'on va observer, c'est la définition clinique de la dissonance cognitive, c'est une tension psychologique désagréable qui survient lorsque des personnes ont des cognitions, donc des croyances, des attitudes, des valeurs, ou des comportements qui s'opposent ou sont incompatibles. Donc, dans l'exemple ici, j'aime des animaux, mais j'en mange. OK? Puis, qu'est-ce que ça cause chez les gens de se faire confronter et de faire face à cette dissonance cognitive-là? Plusieurs symptômes,
qu'on observe, c'est de l'inconfort. La personne va se mettre en colère. La personne va se mettre sur la défensive ou la personne va nier 100% de ce que tu dis, même si tu dis que cette table est blanche. OK? Yeah. Ça peut arriver, OK? Que les gens vont avoir ça. Est-ce que vous connaissez d'autres symptômes de la dissonance cognitive? Est-ce que vous pouvez m'en nommer d'autres? Ouais. Ben, je pense que ça peut aller plus loin que l'inconfort, tu sais, ça peut amener une souffrance importante parce que comme Marie-Hélène disait, tu sais, si, je veux dire, tu sais, tout notre quotidien autrefois était teinté de Ouais. ça, on en mange, on ignore tout ça, mais t'aimes les animaux, ben quand t'en prends conscience, ça peut créer une grande souffrance, ça. Ouais. La culpabilité. Ouais, aussi. Une autre chose qui est observée, là, c'est les attaques personnelles. OK? Ça, là, c'est. Y a-tu des gens à qui c'est déjà arrivé que vous aviez des conversations sur le véganisme, puis out of the blue, complètement random, la personne vous lance une attaque personnelle qui a aucun rapport avec l'argumentaire? Ça vous est-tu déjà arrivé? Ouais. C'est malheureusement un symptôme de la dissonance cognitive. Et on va apprendre à comment est-ce qu'on la gère, cette dissonance cognitive-là. Ben, deux paliers très importants vont pouvoir nous aider à la réduire autant que possible. D'abord, une attitude positive. J'ai longtemps travaillé dans le domaine de l'intervention psychosociale et souvent ce qu'on nous dit, c'est l'attitude qu'on projette aux personnes. Il y a 95% des chances que ce soit cette attitude-là que tu reçois. OK? Et ensuite, les compétences. Les compétences, c'est déjà que vous êtes ici à suivre une formation, c'est déjà un excellent pas pour y arriver. Pour ce qui est de l'attitude un peu plus poussée, là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les gens à qui on parle, avec qui on a des conversations, comme étant des pré-végans, des futurs végans. OK? Parce que déjà, si tu te mets à dire t'es pas dans le même team que moi, ça fonctionnera pas, déjà là, on part avec un pied en désavantage. OK? Check. Ensuite. Et donc, dans le fond, ce qu'on disait justement, c'est on veut apporter la personne à ce qu'elle ait la clarté. Vous vous souvenez de l'addition, la conscience, la responsabilité de l'action. Donc, accompagner la personne pour qu'elle trouve son cheminement. Et déjà, on va l'appeler comme étant futur vécu. Pour ce qui est des compétences, okay? Des compétences, donc, je l'ai mentionné, être ici comme la partie formation, c'est excellent. De la pratique. Ça va prendre de la pratique pour arriver à un exercice où on connaît la méthode utilisée par We the Free pour inspirer le changement de comportement. Le shadowing. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut me dire qu'est-ce que c'est que du shadowing? Accompagner quelqu'un qui... Oui, accompagner une personne, écouter une conversation. Ça, c'est plus quelque chose qu'on va utiliser dans l'activisme de rue. Donc, c'est quand tu es à côté de la personne puis tu écoutes la conversation. Faire du shadowing et aussi de l'auto-évaluation. Dans toutes mes conversations que j'ai sur le véganisme, encore aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour convaincre la personne? Okay? Et c'est pas parce que c'est ta première conversation ou ta 2000e conversation, il faut que tu arrêtes de te poser ces questions-là. C'est important pour qu'on puisse avoir vraiment la meilleure approche possible. Okay? Ensuite, dans les vidéos que peut-être plusieurs personnes l'ont vu sur les internets, j'ai mentionné qu'il faut absolument éviter le débat. Vous vous souvenez de ça? Mais ça sert à quoi le débat dans notre société? Changer les mœurs, Hein? évoluer. OK? Convaincre son point, son opinion. Convaincre son opinion, ouais.
Est exposé à des opinions divergentes. Ah ouais? Être exposé à des opinions divergentes. Quoi d'autre? C'est où est-ce qu'on observe des débats? Où est-ce qu'il y en a le plus, À mettons? l'Assemblée Quel domaine? nationale. L'Assemblée nationale, en politique, right? OK. Bon, Sur Facebook. j'allais dire Facebook, oui, aussi. Mais dans le fond, là, un débat, ça sert à ce que des personnes qui se disent experts, expertes, OK, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas, ça leur regarde, qui essayent de convaincre un auditoire. Puis, ce qu'on remarque dans les statistiques, c'est que les gens qui entrent dans un débat en ressortent encore plus convaincus de leur idée originale. Donc, dans des conversations one-on-one, y a-tu de quoi plus inefficace que de débattre quand vous n'avez pas d'auditoire? Hein? Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Donc, ça, quand ça arrive, ça peut apporter des attaques personnelles, des arguments pas clairs, des arguments fallacieux. On se rappelle bien de cet épisode-là. Wow. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. OK? Puis évidemment, le débat a une utilité dans notre société. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Il y a une utilité quand il y a un auditoire. Vous n'en avez pas dans les conversations un à un. OK? Ce qu'on va utiliser, plutôt, c'est une méthode de coaching. Une méthode de coaching, c'est quoi? C'est qu'on va poser les bonnes questions pour que la personne trouve ses propres réponses. OK? Et la personne qui est coach va utiliser son expérience de coach pour combler les lacunes que la personne aurait. OK? Donc, la prochaine slide, elle a une seule phrase dessus. C'est probablement la phrase la plus importante de la formation. S'il y a bien une phrase à retenir, c'est celle-ci. On croit ce que l'on dit, pas ce que l'on entend. OK? On croit ce que l'on dit, pas ce que l'on entend. Je vais vous donner un exemple. Dans ces scénarios-là, dans le scénario 1, c'est la personne qui est végane qui mentionne ça à la personne qui est pré-végane. Et dans le scénario 2, c'est la personne qui est pré-végane qui dit ça à la personne qui est végane. Donc, scénario 1, la personne qui est végane dit ce que subissent les animaux est terrible et ça arrive parce que vous payez pour ça. Vous pourriez aider les animaux en devenant végane, puis en plus, c'est facile. OK? Personne ne reçoit ça. Genre. Et dans le scénario 2, la personne pré-végane dit ce que subissent les animaux, ça va à l'encontre de mes valeurs. Et ça arrive parce que je paye pour ça. Je pourrais aider les animaux en devenant végane. Même si j'hésite par rapport à tel truc ou tel truc, je sais que je peux le surmonter en faisant telle ou telle affaire. Bon, je pense qu'on va être tous d'accord que le scénario 2, c'est là où il faudrait qu'on s'en aille. Right? Comment on y arrive? Eh bien, We the Free propose une méthode en 4 étapes. Donc, évidemment, ça, c'est pour de l'activisme de rue. Okay? Si jamais vous faites des discussions avec vos amis, votre famille, vous allez juste légèrement modifier la première question. Parce que nous, quand on fait de l'activisme de rue, on a des conversations souvent après que les gens ont vu les images de comment on traitait les animaux. Fait qu'on pose la première question, avez-vous déjà vu ce genre d'image-là par le passé? Si vous êtes entre famille ou entre amis, vous pouvez demander, est-ce que tu sais comment sont traités les animaux dans les abattoirs? Pour le deuxième point, c'est le ressentiment. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ça, cette question-là peut rester quand vous avez des conversations entre famille ou amis. Qu'est-ce que ça te fait de voir ou de savoir que les animaux sont traités comme ça? Le problème, c'est pourquoi pensez-vous que ça arrive? Et la solution, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Vous remarquerez que là-dedans, il n'y a pas une statistique sur l'élevage qu'on sort. Okay?
Il n'y a pas des méthodes, il n'y a rien à apprendre par cœur sur l'élevage en général. C'est vraiment juste une suite logique de conversation qui mène à ce que la personne trouve la solution. OK? Donc, ensuite, mais là, ce ne serait pas aussi simple que ça, right? La personne va avoir des objections. OK? Et ça, on va étudier comment gérer ces objections-là. D'abord, il faut distinguer les objections qui sont authentiques des objections qui sont malhonnêtes. OK? Les objections qui sont authentiques, souvent, ça va ressembler à la santé, le goût, la religion, puis le côté pratique. Les objections, qui sont souvent malhonnêtes, les plantes ressentent la douleur et les décès dans les récoltes. Bon, c'est pas parce qu'une personne mentionne ça que par absolument défaut, ça veut dire que la personne est malhonnête. Mais c'est juste des contre-arguments qu'on reçoit généralement dans la section malhonnête. Comment on va gérer ça? C'est une méthode en 7 étapes. Et si ta tête explose en regardant ça, tu es comme « Oh my God, il faut que je retienne tout ça », c'est correct. OK? Ce qu'on vous propose, c'est une ligne directrice. Après ça, si dans vos conversations, vous sautez une ou deux étapes, c'est correct. Ça va prendre de la pratique. La première étape, c'est d'écouter. OK? Combien de personnes ici pensent à leur contre-argument avant même que la personne ait fini de parler? Ouais? Je suis pas mal sûr que tu n'es pas la seule personne. Ça vous arrive? Ouais? OK. Pourtant, écouter la personne, c'est ce qui va faire que la personne, d'abord, va être plus réceptive à ce que tu vas lui dire. Et aussi, peut-être qu'en pensant à tes contre-arguments, tu vas manquer des informations qui vont être utiles plus tard dans la conversation. Donc, la première étape, c'est vraiment écouter. Par exemple, je vais prendre un exemple classique, une personne qui dit « Moi, j'ai peur de manquer de protéines. Je vais au gym, je fais des compétitions de weightlifting. Hein? » Classique. Bon. La deuxième étape, c'est reformuler. Donc, si je comprends bien, tu crains que tu vas perdre la masse musculaire, ce qui va affecter tes performances sportives, c'est ça? Si la personne dit oui, la troisième étape, c'est de compatir. Je comprends que ça doit être stressant dans tes compétitions, puis de devoir changer complètement une habitude. OK? Tout en réalisant ton objectif. Là, on passe à l'étape 4 qui est de poser des questions. Comment tu ferais pour t'assurer que tu as le bon nombre de protéines en étant vegan? Qu'est-ce que tu ferais? Puis, vous pouvez aussi demander qu'est-ce que tu fais en ce moment pour t'assurer que tu as le bon nombre de protéines. Et ensuite, vous pouvez utiliser sa réponse contre lui. Non, mais tu sais, par exemple, mettons, la personne dirait, ben moi, en fait, je rentre mes aliments dans une application. Je suis parfait. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça avec des produits végétaux? Si la personne dit non, c'est un mensonge. Là. Comme clairement, c'est possible. Et l'étape 5, c'est de répéter. C'est d'accord. Donc, vous allez utiliser cette application-là pour entrer des repas végétaliens et ça va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour combler. C'est bien ça? Super. Et l'étape 6, c'est de proposer la solution. Nous, à la fin de la conversation, on donne une carte aux gens sur laquelle il y a des ressources. Donc, on dit, sur cette carte, tu peux rentrer le code, entre parenthèses, il y a un code sur une carte, et tu vas avoir accès à Challenge 22, qui est un groupe Facebook où tu peux poser des questions sur la nutrition, puis des nutritionnistes y répondent gratuitement. Et l'étape 7, c'est obtenir son accord. Donc, vas-tu l'essayer? Vas-tu devenir vegan? Je comprends que ça peut être inconfortable de poser la question directement à la personne, mais ça va vraiment vous permettre d'évaluer si la personne a d'autres objections. Si la personne n'a d'autres objections, on recommence! Et jusqu'à ce que la personne acquiesce que « OK, c'est bon, je vais devenir vegan. » Alors, on va revenir un peu sur l'étape 4.
Allô, allô, installe-toi. On va revenir sur l'étape 4. L'étape 4, c'est probablement l'étape la moins intuitive. C'est l'étape où il faut que tu poses des questions à la personne pour break down un peu son argumentaire et essayer de trouver une solution ensemble. Fait que ça, c'est l'étape 4. Puis ce qu'on veut garder en tête là, avec cette étape-là, c'est on veut vraiment accompagner la personne. OK? Puis, tu n'as pas besoin d'être une experte de tous les micronutriments puis toutes les vitamines pour savoir comment. Si la personne s'y connaît bien en nutrition, il y a probablement des chances qu'elle s'y connaît mieux que toi en nutrition. OK? Fait qu'on veut aller chercher ces informations-là pour qu'elle puisse adresser sa propre objection. On va regarder ensemble les objections les plus générales, toujours avec uniquement l'étape 4. Donc, ici, pour ce qui est de la santé, OK? Des gens, mettons, vont dire « Ah, mais c'est pas santé d'être vegan » ou d'une façon, la personne va dire cette phrase-là. Ben, on peut demander, OK, comment tu as appris à gérer un problème de santé par le passé? Ou est-ce que tu peux me nommer qu'est-ce que tu as recherché pour adresser ce problème-là de santé? Eh bien, ça va probablement nous donner des bonnes informations où est-ce que la personne va chercher ses sources. Pour ce qui est du goût, OK? Probablement, la personne va dire Ah, mais ça goûte pas pareil. Les produits véganes, c'est dégueulasse. Oui, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit ça. Direct de même. Dire OK, parfait. C'est quoi tes plats préférés? Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de les végétaliser? Puis comment tu le ferais? Et on pourrait aussi demander, est-ce que la personne a plutôt l'habitude de cuisiner ou de commander? Si la personne a l'habitude de cuisiner, facile de demander, OK, comment tu cuisinerais cette recette-là, mais vegan? Ou si la personne a mangé à l'extérieur ou de commander, comment tu ferais pour rechercher des options végétales pour les recevoir en commande? T'sais. Pour ce qui est du coût, si, mettons, la personne dit « ça coûte cher être vegan », parfait, comment est-ce que tu gères ton budget actuellement? Et cette question-là, je vous promets que dans 100% des cas que je l'ai posé, il n'y a pas une personne qui m'a répondu quelque chose qui faisait du sens. Okay? Les gens ne font pas de budget dans la vie. Okay? J'en fais partie. Donc, on veut savoir, OK, qu'est-ce que, selon toi, qui coûte le moins cher à l'épicerie? Si la personne n'a aucune idée, c'est correct. T'sais, on se rappelle que la méthode de coaching, c'est de combler les lacunes avec votre expertise. C'est-à-dire, OK, est-ce que les grains, les légumineuses et les légumes, on est en accord que c'est ça qui coûte le moins cher à l'épicerie? C'est jamais arrivé qu'une personne me dit non. Mais quand la personne dit oui, comme ça tombe bien, tout ça c'est vegan! Donc, ça, c'est une façon d'adresser pour ce qui est du côté budget. Ensuite, la religion. La religion, on peut poser des questions sur quelles sont les valeurs ou principes fondamentaux de votre religion. Est-ce que ces principes sont compatibles avec le véganisme? Moi, personnellement, je préfère ne pas rentrer trop profondément dans le sujet de la religion parce que, en tant que personne athée, c'est pas quelque chose que je comprends super bien. Donc, ce que je dis plutôt que ce qui est suggéré dans le cahier, c'est une question vraiment simple, c'est de dire est-ce que tu penses que tu peux être vegan et pratiquer ta religion? Okay. C'est jamais arrivé, encore une fois, que quelqu'un me dit non. Une fois que la personne me dit oui, que c'est possible de pratiquer sa religion et d'être vegan, je suis comme parfait. Comment tu le ferais? Ensuite, c'est la pause. Donc, on va prendre un petit 15 minutes de pause. Ensuite, on va faire un atelier pratique. Pour les personnes en ligne, on va vous placer dans des salles jusqu'à 4 personnes et je vais faire un tour dans chacune des salles pour écouter vos conversations et vous guider. Pour les personnes en présentiel,
vous pouvez vous placer en équipe jusqu'à 4. Une personne va pouvoir jouer la personne qui est future végane, une personne coach et les autres qui font du shadowing. Mais pour le moment, on se laisse un petit 15 minutes. Donc là, il est 14h48. On peut se dire 15h, puis on revient. C'est bon? Ouais. On évite d'aller dans un débat. Donc, c'est quoi le cue qui te dit, en fait, je vais arrêter ma conversation avec toi? C'est quoi, excuse-moi, peux-tu? Le cue, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné que oui, on va arrêter cette conversation, ça va mener à rien? Souvent, quand ça arrive, moi, c'est que je suis arrivé à un point où j'ai déconstruit chacun de ces contre-arguments avec la méthode de coaching et la personne a plus d'arguments et va commencer à rentrer dans l'argumentaire fallacieux. À ce moment-là, je dis, écoute, je comprends que ça te fâche, je te laisse cette carte-là. C'est ton libre choix de regarder qu'est-ce qu'il y a dessus ou pas, mais c'est rempli de documentaires, de recettes, de guides de nutrition, complètement gratuits. Ça peut être un premier pas. Est-ce que ça te va de au moins aller voir? Fait qu'on s'entend qu'on ne va pas réussir à convaincre 100% de la population d'être végane, right? Mais si on réussit à convaincre une forte majorité d'au moins faire plus de recherches sur le sujet, ben peut-être qu'on peut arriver ensemble à plus d'alliés à la cause et apporter des meilleures législations gouvernementales auprès du droit des animaux. Donc voilà, je vous laisse aller en pause. Là, il est 50, fait qu'à et 5, mettons. Ah, merci, merci tout le monde. Alors, dans le fond, je voulais prendre un moment pour qu'on revienne en groupe et qu'on puisse un peu discuter des choses que vous avez observées dans vos conversations. Est-ce qu'il y a des contre-arguments qu'on vous a présentés que vous ne saviez pas comment adresser? Donc, c'est vraiment un espace de partage là, suite à vos échanges. S'il y a des personnes qui voudraient faire des interventions, je suis là. Vous écoutez, puis on peut partager ensemble nos connaissances. Là. Ouais. On avait une question avec la protéine animale. Ouais. La seule manière qu'on peut survivre, c'est avec la balance. OK. Fait que, mettons, la personne dit la seule façon qu'on peut survivre, c'est en consommant des protéines animales. Right? OK. Comment on répondrait à ça en utilisant la méthode d'inspirer le changement de comportement? Dire quelque chose de vraiment simple. Ben, si c'était en effet vrai, mettons que c'est vrai qu'il faut absolument des produits animaliers pour survivre, je pense pas que je serais ici en train d'avoir cette conversation-là avec toi. Right? Fait que le simple fait que je sois vegan, qu'est-ce que t'en penses? T'sais? Fait que on peut remettre, en fait, ça, c'est fascinant comme objection parce que le contre-argument est devant sa face, genre. Genre, littéralement, genre. Tu sais, t'es comme, je suis là, je suis vegan, ça fait tel nombre d'années que je consomme aucun produit animalier. Pourquoi tu penses que c'est possible? Ça fait qu'on retourne à savoir comme, OK, est-ce qu'il y a d'autres objections que la personne ne vous aurait pas mentionnées? Ouais. Oui. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. OK. L'autre contre-argument, c'est que comme en 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne vas pas. Tu auras des lacunes. Ben, tu pourrais demander qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais. Oui, la personne mentionne, ben, tu sais, dans 30 ans, dans 40 ans, tu vas avoir des lacunes en étant vegan, côté nutrition. Ben, c'est de redemander, ben, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? Selon, où est-ce que tu as su cette information-là? Qu'est-ce que tu as recherché? Souvent, honnêtement, dans la forte majorité des cas, quand je demande une source à la personne, où est-ce que tu l'as pris, c'est jamais clair. Genre où est-ce que la personne prend, tu sais, ces informations-là. Fait que c'est de ressemer le doute sur la source, tu sais. Dire, si, mettons, la personne te dit, ah, ben, j'ai vu ça sur Internet ou tout ça, ben, tu peux dire, OK, ben, tu sais, moi, je connais un site qui s'appelle nutritionfacts.org qui fait des méta-analyses sur toutes les recherches scientifiques. Puis, tu peux même entrer des mots-clés pour trouver spécifiquement sur quoi les études parlent. Fait que tu peux orienter la personne à trouver vers une solution. Y a-t-il d'autres? Ouais. Oui, côté nutrition, hein,
le même argument, mais en version, en fait, pas pour toi. Moi, je suis différent, hein. Et puis, et moi, en fait, c'est la première fois que j'ai jamais entendu ça. Moi, ce qu'on m'a pu me dire, hein, moi, j'ai un gène spécial, hein. J'ai fait des études, là, pour le coup, médicales poussées, chez un médecin. Il m'a dit que j'avais un gène qui faisait en sorte que j'absorbais moins les protéines végétales, hein, et que j'absorbais plus les protéines animales. OK. J'avais jamais entendu ça. Parfait. Est-ce que vous avez entendu en arrière l'objection? Ouais? OK. Donc, à ça, ben, on pourrait répondre, OK, ben, si dans un monde, il faut absolument que tu consommes quelques produits animaliers pour littéralement survivre, est-ce que tu penses que dans ton quotidien, il y a des choses que tu pourrais changer pour réduire la souffrance faite aux animaux? Parce qu'on s'entend au début de la conversation, dans le ressentiment, tu m'as dit que tu trouvais ça triste, puis tu trouvais ça que ça n'avait pas d'allure comment on traitait les animaux. Mais y a-t-il des choses que tu peux faire là maintenant qui pourraient réduire l'impact qu'on a sur ces animaux-là? Fait que c'est d'aller dans cette direction-là. Mais là, encore une fois, c'est un cas extrêmement rare qui genre. Pour complexifier encore le Vas-y, cas, vas-y. la personne m'a dit que c'était même pas, qu'il s'agissait même pas d'elle, hein, mais de la personne avec qui elle vivait. Donc c'est une personne qui n'a même pas vu la vidéo. Comment on parle, hein, d'une personne qui vient et qui dit ah c'est pas moi le problème, moi il n'y a pas de problème, hein. C'est la personne qui n'a pas vu les images, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. Ben, OK. Comment tu penses qu'on peut régler ce problème-là? Moi je vais régler, bah écoute, ce sont tes valeurs, hein. Ce sont des valeurs, tu regardes après à partir de tes valeurs, hein, comment régler ça. Mais c'est la personne qui modifie, c'est ça, avec le problème médical en plus, hein. Ben, en fait, c'est ça. Quand la personne mentionne ah, moi, dans le fond, moi, j'ai pas de problème, mais mon conjoint, conjointe, partenaire qui me dit je pourrais jamais, veut même pas regarder. Ben, en fait, c'est quoi que tu me dis qui veut pas faire de changement? Non, le conjoint avait déjà, enfin, la personne, le conjoint avait déjà dit, bah écoute, je veux bien, je mange déjà moins de viande, mais je peux pas en manger pas du tout, hein, parce que j'ai un gène qui m'en empêche. Un médecin m'a dit que je devais prendre. C'est ça. Ouais, ben c'est ça, ça revient un peu à dire comme, OK, est-ce que tu fais le maximum possible pour réduire toute forme de souffrance et d'exploitation envers les animaux? Parce qu'on se souvient que la définition du véganisme, ce n'est pas un régime alimentaire. C'est une philosophie de vie qui vise à réduire autant que possible, autant que praticable, toute forme d'exploitation animale et humaine. Fait qu'on veut aller chercher justement, est-ce que la personne fait son maximum? Est-ce que ça serait possible de proposer à cette personne-là de dire, ben, est-ce que tu sais, ton conjoint, ta conjointe regarder un genre de film comme ça? Est-ce que tu penses que tu pourrais regarder Yes. ce film-là, aller voir un nutritionniste? Ouais, exact. Parce que oui, en effet, c'est important de, si mettons la personne vit avec un conjoint, conjointe, si elle peut aussi, si la personne peut aussi regarder le 3-Minute Movie Challenge ou un documentaire de Dominion ou sur le site web de Bessa, il y a un 23 minutes d'élevage 100% québécois. Donc, de regarder, donc on se souvient de l'opération là, pour la clarté. La conscience, donc prendre conscience comment les animaux sont traités, c'est vraiment la première étape. Y a-t-il d'autres personnes? Ouais. Être pas vegan, c'est plus facile, ça me convient plus, comme manger de la viande, etc. Puis être vegan, c'est trop difficile. OK. Ça, c'est intéressant parce qu'on veut aller chercher pourquoi la personne pense que c'est compliqué. Donc, on va demander, OK, qu'est-ce qui serait difficile pour toi à devenir vegan? Mettons, tu dis, je deviens vegan demain matin, qu'est-ce qui serait difficile pour toi? Puis c'est d'adresser ce point-là. Les gens vont souvent voir que être vegan, c'est comme ultra compliqué, puis ça prend genre 3 doctorats pour comprendre comment ça se passe. Mais non, c'est ça, on veut vraiment le rappeler à quand tu vas à l'épicerie, les produits véganes sont à côté des produits qui ne le sont pas. C'est aussi simple que ça, tu sais. C'est vraiment de rappeler la simplicité de la chose, d'adresser ça. Parce que clairement que, tu sais, faut aussi se mettre dans la tête, quand toi, tu étais pré-vegan, ben, faire un changement de si c'est juste ça que tu as connu toute ta vie, là,
faire un changement après vegan, tu sais, beaucoup de gens peuvent voir ça comme overwhelmant, beaucoup trop gros, beaucoup trop difficile. Fait que, ouais, c'était du franglais, mon affaire, super raide. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'adresser vraiment à la base, là. Ouais. D'autres personnes ont d'autres. Ouais. C'était pas argument, c'était j'entre dans l'empathie et comment gérer l'empathie, même pour la personne, avec son histoire de penser aux animaux, d'avoir les opinions. C'est comme, je valide trop, je comprends trop et je veux, genre, me séparer de cette expérience-là pour pouvoir avoir des... Ouais. Ouais, je comprends. Je pense que c'est. Je comprends, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi de se rappeler pourquoi on a cette discussion-là avec la personne. T'sais, on est là pour défendre les intérêts des animaux. C'est eux qui sont victimes de nos choix. Fait que je pense que les deux peuvent exister. Tu peux comprendre d'où la personne vient, mais tu peux comprendre aussi que c'est important que la personne fasse un changement dans le meilleur intérêt des animaux. Fait que, on pourra en reparler après si tu veux, mais ça répond-tu un peu à ta question? Ouais, ouais, ok, super. Il faut, Pardon? faut pratiquer aussi. Ouais, c'est ça, ça fait partie de les deux aspects là, de la compétence puis la pratique. Ouais, ouais. Puis je trouve aussi que, tu sais, quand on a écouté la réaction après le vidéo, puis après ça, par la suite, quand la personne présente ses objections, en tout cas dans mon expérience, de revenir à, bon, tu trouverais ça difficile pour telle raison, puis tu ne verrais pas devenir végane pour ça. En même temps, tantôt, tu avais ça comme réaction, fait que de mettre en lumière les deux oppositions pour que la personne revienne un peu aussi à son émotion de voulais pas faire vivre ça aux animaux, fait que ouais, peut-être que je pourrais faire un effort ou je vais être plus ouverte, tu sais. Absolument, vous pouvez toujours réutiliser ce que la personne mentionne là, tu sais, dans les 4 étapes là, de voir, ressentir, problème, solution. Ce que la personne vous dit, vous pouvez le réutiliser plus tard. Tu sais, quand la personne vous sort un paquet d'excuses, ben, c'est de revenir à mais tu m'as dit que ce que tu as vu, c'était horrible puis que ça te rendait triste et en colère. Ben, fait que revenir à ça, déjà, ça fait que votre interlocuteur ou interlocutrice comprend que vous l'écoutez pour vrai, tu sais, quand elle parle. Puis gardez en tête que les objections que la personne vous mentionne, c'est extrêmement possible et probablement ce qui arrive le plus souvent, que c'est réellement des inquiétudes que la personne a. Puis il faut les adresser comme des inquiétudes réelles que la personne a. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses qui étaient moins claires ou dans vos conversations, des choses que... ouais, vas-y. Si quelqu'un comme s'en fiche des animaux, comme juste comme non, ça m'appelle pas, est-ce que ça vaut la peine de. C'est ça. Ça revient. C'est vrai. La personne s'en fout réellement. Mais c'est ça. Il faut garder en tête qu'on ne réussira pas à convaincre personne. Dans un événement d'activisme, OK? Souvent, on n'a pas assez d'activistes pour faire de la sensibilisation auprès de tout le monde qui arrête. Fait que gardez en tête que votre temps que vous utilisez auprès d'une personne n'est pas utilisé ailleurs. Fait que si tu utilises ton temps envers une personne qui veut absolument rien savoir, merci, bonne soirée, je vais aller ailleurs, tu sais. C'est correct, tu sais. Il faut être faut être efficace là, dans notre façon, tu sais. Faut comprendre que peut-être on a entre 3 et 5 minutes de discussion là, environ par personne, là. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, donne ça. Même si vous avez assez de outreachers, c'est quand même, si la personne cherche à gaspiller ton énergie, fais-le pas. Oui, en effet. Ouais. Mais, je trouve en même temps, tu sais, tantôt quand tu disais tous les gens qui ont des animaux, souvent de dire ah, ça me dérange pas, mais avez-vous des animaux? Ou, tu sais, souvent là, les gens, ça les rattache à ah ben oui, j'ai déjà eu des animaux. Ah, finalement, ça les dérange. C'est pas vrai que. Ouais, mais tu sais, mettons, là, j'ai pris ton exemple dans le cas que vraiment une personne là, s'en fout
totalement, là, puis il n'y a rien qui passe, tu sais. Évidemment, si tu sens qu'il y a une façon d'aller chercher quelque chose comme une émotion, ça peut faire bien peur à du monde, mais tu sais, on revient à nos 4 étapes, là, tu sais, voir, ressentir. Étape ressentir, c'est tu peux aller piger là-dedans, là, si la personne te dit quelque chose d'intéressant. Faut dire, ben, c'est pas vrai que tu t'en fous, tu me dis que ça t'affectait, tu sais. Fait que c'est d'aller chercher ça. D'autres interventions? Ben, dans le cas de quelqu'un qui a un enfant puis qui dit, c'est tout le monde, son entourage, il dit, fais pas ça, ton enfant doit pas devenir vegan, il va y manquer plein de choses, il se développera pas naturellement, puis que toi, tu es vegan, mais que ton enfant, tu sais plus trop comment l'accompagner pour qu'il devienne vegan, choisis pour lui, choisis pas pour lui. Fait que ça aussi, on a comme cet argumentaire-là, hein. Ouais. Pour les enfants, c'est intéressant parce qu'il y a des positional papers. Donc, là, pour traduire ça en français, j'en ai pas. Position officielle. OK, merci. Par, mettons, des grandes associations de diététistes, par exemple, l'Ordre des diététistes canadiennes, l'Ordre des diététistes américaines, qui ont mentionné qu'être vegan à tous les stades de la vie, tant que c'est varié et bon pour la santé. Tu sais. Fait que tu peux lui mentionner ça, dire l'Association des diététistes du Canada et diététistes américaines, blablabla, et de voir qu'est-ce que la personne en pense. Tu peux lui donner les ressources, comme justement Challenge 22, où il y a des nutritionnistes certifiés qui répondent aux commentaires. Tu peux lui parler de ton enfant et ça peut peut-être t'aider à t'éclairer sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de voir si la personne a d'autres objections par la suite, mais on va reprendre nos étapes pour gérer les objections. Ben, en même temps, justement, nous, on avait quelqu'un qui disait cet argument-là, mais comme je veux pas imposer quelque chose à mon enfant, puis Virginie a fait une très belle intervention, je sais pas si tu veux. Il y a juste quelqu'un qui dit qu'il veut pas s'occuper des enfants, hein. On fait enfin, exactement comme ce que tu dis. Tu retournes en fait juste le problème à l'envers. Tu dis, mais tu fais pas ça déjà pour d'autres choses. Pour un enfant, généralement, pour son sucre, hein. On prend tout de suite l'exemple du sucre en disant comment tu fais, hein, et ça marche immédiatement. La personne se dit tout de suite, bah non, bien sûr que je vais pas donner du sucre en fait à mon enfant, hein. Bien sûr que je vais pas laisser plein de sucre comme ça devant lui, hein. Et la personne le dit tout de suite, en fait, de façon tellement honnête. Ok, bah alors on est bien d'accord, hein, vu que tu laisses pas de sucre pour ton enfant. Les vêtements que porte ton enfant, les bottes que porte ton enfant, c'est toi qui les choisis pour lui, tu sais. Il fait des choix comme ça au quotidien parce qu'il n'est pas en mesure de le prendre pour lui-même. C'est de remettre en perspective. Ouais. C'est super bon. Bon. Oui. J'aurais le goût de rajouter quelque Oui, chose vas-y, pour les vas-y. enfants. Vas-y. Moi, je trouve que, personnellement, mes parents m'auraient rendu service si j'avais pu naître végane, mais j'avais pu être végane quand j'étais jeune. Parce que je trouve que mes parents, puis mon éducation en général, l'école, m'ont menti, m'ont pas très bien informé. Puis je trouve que ça aurait été un service à me rendre que de m'informer puis de me donner la possibilité. Ils savaient que j'ai toujours aimé les animaux. Ils m'ont fait quand même manger des animaux puis participer à ça puis cacher tout ce système-là. Fait qu'on peut vraiment le voir comme un service à son enfant aussi. Plus tard, il pourra prendre la décision de commencer à manger des animaux. Mais il faut comprendre que c'est pas un choix personnel parce que c'est pas un choix de manger des animaux. C'est des choix que les gens y ont fait pour nous dans une autre circonstance. C'est pas nous vraiment qui avons pris cette décision-là. Fait qu'on peut vraiment le voir comme un grand service à ses enfants aussi. Oui, tout à fait. Oui, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, le point de je suis juste une personne, c'est un problème systémique. Ouais. Veux-tu répondre? Parce que je dis, je te mets sur le spotlight, désolé. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a eu cette conversation-là exactement. Fait que, veux-tu y aller? Bon, vas-y, réponds. Ben, dans le fond, ce qu'on disait, c'est, ben, tu sais, en effet, tu sais, une personne, ça peut paraître comme pas beaucoup, mais qu'est-ce qui fait que les révolutions existent dans ce monde, tu sais? C'est quand des gens se rassemblent et font quelque chose de collectif. Fait que, est-ce que tu penses qu'on peut utiliser cette force-là collective pour le mieux de la société, tu sais? Là, c'est pas obligé d'être bien construit comme ça, là, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. De faire réaliser que, ben, tu sais, une personne, ça peut paraître pas beaucoup, mais si c'est
2 millions de personnes, ben clairement, ça va faire quelque chose. Tiens aussi, comme, est-ce que tu peux vivre avec toi-même si tu manges des animaux, genre? Ou c'est trop... Non, c'est juste, si on dit, est-ce que tu peux vivre avec toi-même si tu participes à... Ouais. Ben, il y a des chances que la personne se mette sa défensive. C'est un peu de... C'est toujours... Tu sais, la raison pourquoi je vous mentionne de faire preuve de gentillesse envers les personnes qui sont pré-véganes, c'est parce que c'est scientifiquement prouvé pour être efficace. T'sais. Donc, il faut utiliser la science de l'information qu'on a pour justement avoir le meilleur impact possible. Puis c'est pour ça qu'on propose plus, mettons, d'y aller dans des questions plus ouvertes. Ouais. Ok, super. C'est bon. Excellent. D'autres. Ouais, donne ça. Pour répondre un peu à ce que Christiane vient de dire, je trouve ça utile de penser que c'est un rôle qui a été donné à toi. Fait que je connais quelques personnes qui ont été assigned veganism at birth, genre AVAB. Évidemment, malheureusement, la plupart de nous ont été assigned carnism at birth, à CAB. Je trouve ça utile de penser de cette façon. Je sais pas si ça te parle, mais moi, j'aime ça. All right. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire peut-être une dernière intervention? Ben, en ligne, Oui. il y a C'est pas des une questions. question, mais c'est une recommandation. Ouais. Dominique Vaillancourt nous recommande, pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, les livres de Ed Winters. Ouais, exact. Les Ed, Earthling Ed, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui a tendance à faire de la sensibilisation, qui le filme et qui le poste sur les réseaux sociaux. Le seul bémol que j'aurais avec Ed, c'est que parfois, il va utiliser une technique de débat. Puis, ce qui est normal, parce qu'il filme ses vidéos, puis le but, c'est de les publier en ligne qui rejoint justement un auditoire. T'sais. Mais il y a certaines de ces méthodes qui fonctionnent vraiment bien avec la méthode de We the Free. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres en français? Y a-t-il des auteurs justement en français qui parlent de la méthode de We the Free? Moi, je sais, tu en connais-tu? Si à venir, on va essayer de convaincre Nat de publier un livre. C'est ça. Dans l'avion, là. Dans l'avion. Je trouve qu'il y a un livre en fait qui est intéressant sur justement parlant de désolé pour mon anglais, How to have an impossible conversation. Okay. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on va reprendre justement comment tu fais, mais c'est pas vraiment la méthode de enfin, c'est tous les cas. Ouais, le livre s'appelle How to have impossible conversations. Exactement. En ligne, on vient de rebaptiser Nat. Ah ouais? En ligne, maintenant, Nat s'appelle Hurtling Nat. Génial. Merci beaucoup. C'est un très beau compliment. Donc, avant de terminer la formation. Oui, donc je voulais juste prendre le temps de remercier encore une fois vous d'avoir été là, Christiane et le Centre de justice sociale de nous avoir permis de faire cet événement-là et bien sûr à We the Free d'avoir monté la formation. Évidemment, la formation est gratuite, mais si je peux vous demander une chose en échange, c'est un commentaire. Donc, dans le fond, vous pouvez scanner le code QR ici, ça va vous apporter à un Google Form. Et nous, ça va me permettre de, évidemment, faire de l'amélioration continue. Ça peut être un mot, une phrase, un paragraphe, comme vous voulez, mais tout commentaire est super apprécié pour ça. Moi, j'ai une pub. T'as une pub? Parfait. Vas-y, je te laisse faire. Je n'ai pas besoin de vous donner le lien. Je voulais vous dire qu'à chaque été, depuis 7 ans maintenant, on organise un truc qui s'appelle les Estivales de la question animale. Ça a commencé en France, puis on a repris là, 7 ans, un petit peu plus que 7 ans, le format au Québec. Puis ça va être dans la région de la Mauricie cette année. On a seulement 40 places, même
entre 30 et 40 en fait. Fait que ça vaut la peine de vous inscrire assez tôt si ça vous intéresse. Puis on invite les gens à présenter des activités. Si ça vous tente de donner une petite conférence, d'animer un cercle de lecture ou quelque chose comme ça. On a toujours un cercle de lecture à chaque année. Il y a plein des gens qui aiment ça. Fait que les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller, c'est Estival de la question animale Québec. Faites attention, pas aller sur en France, là. C'est la version au Québec. Puis ça, Nat devrait être sur place. Fait que si tu parles avec la superstar, ça va être... Mais c'est vraiment un cool événement, là, si vous avez la chance d'y participer, les estivales de la question animale. C'est vraiment, j'adore à chaque année. Puis t'inquiète, je vais continuer avec un petit peu de publicité. J'essaie qu'à Concordia, on ait plus d'événements liés aux droits des animaux. Donc, le 16 mai, on va avoir un grand colloque qui s'appelle le colloque de l'OCDA, l'Observatoire québécois en droit animalier. Ça va être coordonné par moi, Centre de justice sociale, par le Centre de recherche en éthique. On a réservé la salle de cinéma juste en face ici, 160 places, donc on espère beaucoup de gens. Il va y avoir un panel sur l'activisme, notamment avec tous les gros noms au Québec. Là. On a Chloé Susana, on a Sophie Gaillard de la SPCA qui va venir nous parler de droit animalier. Puis il va y avoir un gros lunch gratuit vegan, puis même une réception avec des bouchées véganes à la fin. Donc, je vous offre. Et on organise aussi une autre conférence le 6 et 7 août qui s'appelle Canadian Society for Critical Animal Studies. Ça va être en anglais seulement, malheureusement. Et ça va être le sujet, c'est les animaux sauvages. Donc, on va mettre un petit peu le véganisme de côté, véganisme au sens alimentaire de côté, puis on va se concentrer sur nos devoirs envers, puis nos obligations envers les animaux sauvages, à la fois qui vivent dans les villes ou loin de nous. Puis, si vous voulez suivre un petit peu plus nos activités, là, j'essaie qu'il y ait toujours plus d'activités antispécistes à Concordia. Fait qu'il faut aller sur le site du Social Justice Center, puis j'envoie une newsletter, là, une infolettre, malheureusement la plus souvent en anglais, mais j'essaie de faire des événements en français aussi. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci. Moi, je reste un petit moment si jamais les gens veulent venir me voir pour des questions plus poussées, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Merci énormément d'avoir participé à la formation. Merci. Merci, bien sûr. Oh mon Dieu, il commence à avoir des questions pour toi, Nat, en ligne. Quelques questions pour Nat. Dans les 15 questions, les 2 dernières sont très négatives. Elles parlent des difficultés à devenir végane. Est-ce vraiment une bonne façon de terminer la conversation? Est-ce que les tourner de façon « qu'est-ce qui vous aiderait le plus à devenir végane serait mieux? » Voilà. Et dans les questions, il n'y a pas d'incitation directe à devenir végane et encore moins activiste. Est-ce quelque chose qui pourrait être important à ajouter? Dans les 15 Dans les 15 questions. Les 2 dernières sont négatives. Ah ouais, dans un processus de communication. OK, ben dans le fond, les questions, c'est est-ce que vous trouveriez ça trop difficile et qu'est-ce qui serait le plus difficile? En fait, moi, je les vois plus comme une façon d'essayer d'identifier les challenges que la personne aurait à faire la transition. Donc, c'est plus de voir, souvent on dit, vois ça trop gros, comme ou devenir vegan, ce serait trop difficile. Ben, c'est d'essayer de cerner ce qui serait plus difficile. Peut-être que le cahier, c'est pas moi qui l'ai traduit originairement en anglais. Peut-être que dans la version anglophone, elle est posée différemment. J'irai vérifier, puis je pourrai faire la modification. Dans les étapes de changement, le processus de changement, juste avant l'action, il y a la préparation, puis dans la préparation au changement, la préparation à l'action, il faut prévoir qu'est-ce qui va être difficile pour dire, ben, je vais avoir ça comme outil pour pouvoir. Oui, c'est ça, ben ça va un peu dans la gestion des objections là, à ce stade-ci. Ouais. C'est quoi l'autre point que la personne mentionnait? Le mot vegan fait parfois peur. Est-ce qu'il vaut mieux l'éviter ou est-ce qu'au contraire, on doit embellir l'image du véganisme? C'est une très bonne question. Je pense qu'à ce stade-ci, c'est vraiment plus un choix personnel à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, personnellement, je mentionne vegan. Je me souviens pas d'avoir eu une interaction où j'ai dit le mot vegan puis la personne genre grosse catastrophe. Fait que
moi, personnellement, ça a toujours bien été quand je l'ai mentionné, mais si toi, personnellement, tu trouves que c'est mieux de ne pas le mentionner, c'est parfait. Vas-y avec ça. Puis je vais reformuler une petite question de cette personne-là, Damien. J'ai trouvé que dans la formation, justement, c'est ça, il n'y a pas, l'appel à l'action de devenir activiste. C'est l'appel à l'action de minimiser ce qu'on fait, qui fait en sorte de faire souffrir les animaux. Et pas tant que ça, de s'impliquer dans un grand mouvement pour aider les animaux. Ça, c'est volontaire? La raison pourquoi c'est pas écrit comme ça, parce que la formation porte sur vraiment inspirer le changement de comportement partant de vraiment aucune connaissance sur le véganisme. Après ça, si tu trouves que ta conversation va vraiment bien, puis la personne est comme ouais, parfait, je vais devenir vegan, il n'y a rien qui t'empêche de dire hey, c'est super, en plus, on a besoin d'activistes. Fait que viens nous rejoindre, viens participer à nos événements, ça nous fait super plaisir, puis on serait contente de te recevoir. T'sais. Fait que il n'y a rien qui vous empêche de dire ça dans vos conversations. Parce que moi, c'est ça que je dis souvent à des personnes qui vont me dire qu'ils sont incapables de devenir véganes pour des raisons de santé. Dire, tu sais, comme la personne qui dit non, non, moi, il faut que je mange des protéines animales. Est-ce qu'il y a d'autres manières que tu peux aider les animaux? Y a-t-il d'autres manières que tu peux t'impliquer pour aider les animaux? Puis on est capable souvent d'identifier des choses qu'ils sont capables de faire. Tu sais, comme je connais une personne au Québec qui est une fantastique activiste pour les droits des animaux sauvages. Elle a un refuge pour animaux sauvages, mais elle-même n'est pas végane encore. Elle fait quand même beaucoup de choses pour les animaux. Il y a des capables de faire avancer la cause animale, même si nos petits comportements d'achat individuels ne sont pas parfaits. Là. Fait que c'est beaucoup de merci. Il y a un gros câlin pour Nat. Ah, ben, un gros câlin de retour. Mon aimant. On pourrait? Bonne question. Merci tout le monde en ligne. C'était le fun de vous voir. C'est génial. Là, mais je suis là. T'es là, t'es là. Bonjour Dominique. J'espère que tu vas aux estivales cette année. On peut-tu ouvrir les Bonjour Nadine. Nadine, oui, c'est ça. Merci. Merci pour cette formation. Dominique, elle va peut-être venir aux estivales. Elle fait tellement de la bonne nourriture, là, si vous avez l'occasion de... Merci à tout le monde d'avoir été en présence, en ligne. J'espère que ça vous a plu pour les personnes en ligne. C'était la première fois qu'on le faisait. N'hésitez pas là, dans le code QR là, pour les commentaires, n'hésitez pas en ligne aussi. Là. Ça nous fait toujours plaisir de savoir comment on peut s'améliorer en continu.